Ce lundi 11 octobre, le groupement EpiPhare a publié 2 études affirmant que la vaccination est efficace à plus de 90% pour réduire les formes graves de Covid-19 chez les personnes de plus de 50 ans en France. On s'étonne quand même que depuis près de 18 mois, les experts nous vantent les mérites des études randomisées en double aveugle, publiées après revue par les pairs dans des journaux indépendants, sans que les auteurs n'aient de lien d'intérêt. Les études définies comme best practice font l'objet de protocoles enregistrés afin de s'assurer que celles-ci respectent les normes et règles établies. Le lecteur de cette dernière étude ne pourra donc qu'être surpris de l'absence de déclaration préalable de cette étude ou de l'absence de revue par les pairs. Le deux poids deux mesures, dénoncé par bien des scientifiques lors des derniers mois, prend toute sa mesure avec cette nouvelle étude qui s'apparente plus à une auto-évaluation ou une auto-validation du ministre de la Santé. Ici, on a donc une absence de revue par les pairs, une non-déclaration préalable, des liens entre EpiPhare, la NSM et le ministre de la Santé, sans parler de l'absence de validation ou de calibration réelle en comparant à d'autres pays par exemple. Enfin, si le gouvernement est si sûr de lui sur l'efficacité des vaccins qu'il permette enfin à des chercheurs indépendants d'accéder aux données. C'est normalement la base de toute étude scientifique de nous permettre de refaire les analyses sur cette même base. Pourquoi continuer à cacher toutes ces données pseudonymisées qui pour eux prouvent le fait que la vaccination sauve de nombreuses vies grâce à ce produit miracle? Ouvrez-nous les accès afin que nous puissions nous aussi être convaincus par votre politique plutôt que d'avoir à subir vos conclusions sans jamais pouvoir les vérifier. On l'a dit, les 2 analyses ici ne sont pas basées sur des études randomisées en double aveugle, mais il s'agit d'une remontée de données administratives sans qu'il y ait de protocole de recueil uniformisé. La méthodologie d'EpiPhare est sensiblement la même que celle que nous avions étudiée pour Israël dans l'étude de Dagan et al. Elle utilise le même type de données, les mêmes outils d'analyse, porte donc les mêmes biais et arrive aux mêmes conclusions. Les résultats de cette étude dépendent entièrement de la manière dont ont été remontées les hospitalisations et les décès liés à la Covid-19. Cette étude montre juste que les vaccinés ont moins de chances d'être déclarés malades de la Covid-19 ou déclarés décédés de la Covid-19. Et rien ne nous montre que les vaccinés sont réellement moins hospitalisés ou décédés que les non-vaccinés. Il serait pourtant très simple de vérifier si la vaccination a un impact positif sur la santé. La méthode de cette étude est décrite en pages 7 ou 8 selon l'une ou l'autre des 2 études. La cohorte de sujets vaccinés a été identifiée à partir de la base des données nationales pseudonymisée VAXI, mise en œuvre par l'assurance maladie. Ces données ont été couplées au Système national des données de santé, SNDS, afin de décrire leurs caractéristiques sociodémographiques et leurs comorbidités, ainsi que d'identifier la cohorte de sujets non vaccinés. Cela signifie que l'étude peut suivre tous les événements intéressants des vaccinés et non vaccinés intervenant à l'hôpital et les comparer. Les événements d'intérêt hospitalisation pour Covid, décès survenant au cours de l'hospitalisation pour Covid-19, ont été définis à partir des données d'hospitalisation du programme de médicalisation des systèmes d'information, PMSI, Fast Track collecté et restitué par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ATIH. Cela signifie que seuls les événements déclarés comme liés à la Covid-19 seront analysés. C'est un énorme biais. Tout d'abord, comme nous l'avons montré dans notre dernière étude sur les statistiques de l'adresse, les non-vaccinés sont bien plus souvent testés que les vaccinés, passe sanitaire oblige. Ainsi, un non-vacciné a beaucoup plus de chances d'avoir un test positif qu'un vacciné. Rappelons ici que la Haute Autorité de la Santé considère que la spécificité des tests Covid-19 est de 98%. Ainsi, jusqu'à 2% de faux positifs peuvent être comptabilisés. Tester massivement les non-vaccinés qui ne sont pas malades va nécessairement entraîner des comptages de faux positifs qui seront rangés dans la case asymptomatique. Si on testait tous les millions de petits garçons français avec un test de grossesse, on en trouverait forcément quelques-uns positifs. Avec la nouvelle logique Covid, il faudrait donc les déclarer en grossesse asymptomatique. Ainsi, tous ces non-vaccinés surtestés et donc positifs par le hasard des choses vont voir leur événement indésirable classé en Covid, biaisant ainsi tous les résultats statistiques.
De plus, dans notre dernière étude sur les statistiques de l'adresse, nous avons montré que les non-vaccinés sont beaucoup plus souvent inscrits à l'hôpital dans la case Covid-19 que les vaccinés, même sans test positif de confirmation. Chacun peut vérifier que, dans le tableau 1 de sa dernière étude, l'adresse nous informe des entrées à l'hôpital, soins critiques et décès pour cause Covid-19, selon le statut vaccinal et la présence d'un test RT-PCR positif. Ainsi, sur la période du 30 août au 5 septembre, 619 personnes ont été déclarées décédées de la Covid-19 à l'hôpital. Parmi elles, 466 étaient non vaccinées et 130 avaient une vaccination complète. Étonnamment, seuls 61% des non-vaccinés déclarés décédés de la Covid-19 avaient bien un test positif, 286 sur 466, contre 92% des vaccinés, 119 sur 130. Il y a donc une déclaration très large côté décès de la Covid-19 chez les non-vaccinés, alors qu'on prend beaucoup de précautions pour déclarer un vacciné décédé de la Covid-19. Et comme cette étude d'EPIPHAR n'est pas une étude randomisée, il ne s'agit pas d'un groupe d'études et d'un groupe de contrôle choisi au hasard et portant des caractéristiques similaires, cette étude est construite à partir des données administratives médicales. Il n'y a donc absolument aucun contrôle scientifique préalable sur leur qualité. Et personne ne sait si la déclaration hospitalisation Covid-19 ou décès Covid-19 est sans biais relativement au statut vaccinal. Les statistiques semblent plutôt révéler un biais en accord avec des pressions politiques ou financières, comme nous avons pu le voir sur l'aspect surdéclaration expliqué dans cette vidéo, ou l'étrange répartition géographique expliquée dans cet article. Ainsi, ces études d'EPIPHAR contiennent exactement les mêmes biais de sélection statistique que les études de l'adresse, et il est donc normal d'y retrouver en conclusion les mêmes ordres de grandeur. S'il y a bien une maladie qui s'est répandue chez les chercheurs en 2020, c'est la modélite aiguë. Désormais, toute étude semble devoir s'appuyer sur des modèles statistiques. Cela a le double avantage de donner un caractère sérieux à des études même triviables ou carrément invraisemblables, tout en éliminant la relecture de tous ceux qui ne comprennent pas ces différentes cascades. Lorsqu'on a été formé à comprendre les différents mécanismes de ces modèles, on est souvent surpris de la distance qui sépare le titre des statistiques réellement utilisées. Concernant l'étude des 75 ans et plus, les auteurs annoncent page 5 suivent une cohorte de vaccinés et une cohorte de non-vaccinés en France, représentant 7,2 millions de personnes. Il est étonnant d'avoir les données d'autant de personnes puisque l'INSEE estime la population de France, donc incluant les DOM-TOM, de plus de 75 ans à 6,4 millions de personnes. Une erreur de 800 000 personnes de la part de l'Institut semblerait assez improbable, surtout s'il s'agit de personnes ayant leurs données SNDS disponibles. À la page 11, les auteurs précisent 2 486 060 sujets inclus uniquement dans le groupe vacciné, 2 486 060 sujets inclus uniquement dans le groupe non vacciné et 1 160 913 sujets initialement inclus dans le groupe non vacciné, puis devenus vaccinés par la suite et donc inclus successivement dans le groupe non vacciné, puis dans le groupe vacciné. Ainsi, la cohorte suivie serait en fait de 6,1 millions de personnes, et pas 7,2, dont 1,1 million compté 2 fois. Ce double comptage est à la fois complètement incompréhensible et problématique. Les auteurs écrivent en page 8 « Afin de rendre comparables les groupes vaccinés et non vaccinés, nous avons constitué des couples, une personne vaccinée et une personne non vaccinée, en appareillant chronologiquement, du 27 décembre 2020 au 30 avril 2021, chaque sujet vacciné a un sujet non vacciné à la date de vaccination ou date index de mêmes âges, même année de naissance, sexe, région administrative et type de résidence. Ces informations constituent les variables d'appariement. Les sujets non vaccinés, témoins, ne pouvaient être appariés qu'à une seule personne vaccinée. Si un sujet témoin était vacciné au cours du suivi, le suivi était aussitôt arrêté pour l'ensemble du couple auquel il appartenait. Puis le sujet nouvellement vacciné était de nouveau éligible pour être inclus dans la cohorte en tant que vacciné. Ainsi, avec cette méthode, les premiers vaccinés sont très rapidement sortis de l'étude, puisqu'ils ont beaucoup de chances d'être appariés à un non-vacciné qui va se faire vacciner rapidement. Dès lors, il paraît tout à fait normal que l'étude ne soit pas capable de détecter de baisse d'efficacité vaccinale, puisqu'elle se débarrasse des primo-vaccinés au fur et à mesure. Les 1,1 million de comptés 2 fois signifient que l'étude de 1,1 million des 2,4 millions de vaccinés qui n'ont pas changé de groupe s'est arrêtée précocement, soit 45% ont eu un arrêt de suivi précoce.
Pourtant, il est complètement trivial de savoir qui dans toute la cohorte sera un jour vacciné. Il ne faut pas apparier un vacciné avec un futur vacciné pour ne pas perdre son suivi, c'est quand même assez simple. Les auteurs ont apparié vaccinés et non vaccinés selon 4 critères. Même âge, même sexe, même région administrative et même type de résidence. Pourtant, les nombreuses études à disposition montrent que l'état de santé d'une personne est déterminant sur son risque d'être hospitalisé ou même de décéder. À la page 16 de l'étude, on apprend que les non vaccinés sont plus souvent en situation de grande défavorisation, ils sont plus souvent sur les indices 4 et 5, plus souvent fragiles, plus souvent alcooliques, plus souvent obèses, plus souvent fumeurs. Précisons à ce stade que les personnes défavorisées, qu'on retrouve plus chez les non-vaccinés, sont le plus souvent sous-diagnostiquées et ainsi les problèmes médicaux identifiés ont une probabilité plus grande d'être sous-estimés du côté des non-vaccinés. Il est donc étonnant à ce stade que l'appariement n'ait pas eu lieu également sur ce type de critères qui risque fort de biaiser les résultats. Nous devons donc demander qu'au moins soit réalisée une étude avec un appariement qui prend en compte tous les critères qui peuvent influencer le résultat. Au lieu d'améliorer la qualité de l'appariement, les auteurs ont décidé de mettre en place une méthode pour corriger les biais des covariables cités. Ils savent donc que ces variables portent un biais. Le modèle de Cox est censé proposer des résultats sans biais. Pour pouvoir appliquer cette méthode, il faut cependant supposer que l'événement que l'on suit, décès, hospitalisation, résulte d'une somme de facteurs et que certaines hypothèses soient vérifiées. Par exemple, il faut que le risque porté par chaque covariable soit constant. Le modèle ne peut tenir la route que si le risque porté par le fait d'être fumeur est constant toute l'année. Si jamais le risque porté par le fait d'être fumeur est plus important l'hiver que l'été, le modèle s'écroule. Et pourtant, on a vu que le risque d'être hospitalisé est quand même fortement lié à la saison. Il y a beaucoup plus d'hospitalisation l'hiver que l'été. Il faut donc que soient bien publiées les vérifications d'hypothèses qui permettent de justifier le modèle de Cox. Ajoutons maintenant que ce modèle de Cox, qui additionne des facteurs de risque, n'a aucun sens si on considère que les risques ne s'additionnent pas. Par exemple, et pour simplifier, c'est comme si jamais on considérait que le risque porté par le fait de fumer, c'est 1 sur 10, et que le risque porté par le fait d'être obèse, c'est 1 sur 10, il faut absolument que le risque porté par le fait d'être fumeur et obèse soit alors de 2 sur 10, la somme des deux. Si jamais on considère que le risque porté par le fait d'être à la fois fumeur et obèse est en fait bien plus grand que la somme, par exemple 4 sur 10, alors le modèle s'écroule. Ou inversement, si on considère qu'en fait c'est le risque le plus fort des deux qui l'emporte et pas l'addition des deux, par exemple être fumeur et obèse, ça resterait à 1 sur 10, dans ces cas-là, le modèle s'écroule aussi. Et dans la vraie vie, il n'y a absolument aucune raison que les risques s'additionnent. Tous ceux qui ont essayé de faire des modèles de Cox sur le taux de survie des entreprises ont pu constater que globalement, ça marche pas terrible. Toutes ces idées de modélisation simplifiée ont rarement le pied dans la vie réelle. Il serait extrêmement facile et efficace pour Epiphare de retirer le biais de sélection sur l'enregistrement Covid. Il suffirait de garder la même étude, mais de choisir comme événement d'intérêt hospitalisation et décès à la place de hospitalisation Covid et décès Covid. Cette étude permettrait en plus d'évaluer le bénéfice total de la vaccination au regard de tous ces risques. En effet, même si nous supposions que la déclaration Covid-19 n'a aucun biais de sélection entre non vaccinés et vaccinés, il reste le biais lié à l'injection en elle-même. Si jamais l'injection est associée avec une augmentation de la mortalité, même faible, des plus fragiles, alors les plus fragiles sont décédés avant d'être malades de la Covid-19. Et on trouvera alors un taux de mortalité lié à la Covid-19 plus faible chez les vaccinés, car certains seront morts avant. Sur ce schéma, on imagine une population que l'on va vacciner qui contient des personnes fragiles et des personnes robustes, et lors de la vaccination, on constate un certain nombre de décès, même faibles, de personnes fragiles. Ce qui fait qu'il y a moins de personnes fragiles dans la population après. Et lorsqu'arrive la saison de la Covid-19, plus personne ne décède de la Covid-19. On trouve donc un résultat de la vaccination absolument parfait. Du côté des non-vaccinés, il n'y a pas de vaccination et donc il n'y a pas de décès préalable. Et lorsqu'arrive la saison de la Covid-19, on constate un certain nombre de décès parmi les personnes fragiles.
Ce qui fait que dans les deux cas, absolument le même nombre de personnes sont décédées, mais dans le premier cas, chez les vaccinés, on considérera qu'aucun ne sont décédés de la Covid-19, tout simplement parce qu'ils sont morts avant. Ainsi, comme pour l'étude de Dagan et al., nous demandons que soient considérés comme événements d'intérêt les décès et les hospitalisations, et ça nous permettra de savoir si ces injections ont un réel intérêt pour la santé publique. Il ne fait aucun doute que si la Covid-19 est réellement une maladie hautement contagieuse et mortelle, et que la vaccination protège à 90% contre cette maladie, on va nécessairement voir un impact positif dans la mortalité et les hospitalisations toutes causes. S'il n'y a pas de progrès post-vaccination sur les décès et hospitalisations toutes causes, ça veut dire que soit la Covid-19 n'est pas un vrai problème de santé publique, soit que la vaccination ne tient pas ses promesses. Nous rappelons que cette demande a été clairement formulée par la Cour des comptes. Dans son rapport du 22 septembre 2021, la Cour des comptes analyse les statistiques mises à disposition par le gouvernement pour informer sur la situation actuelle et surtout justifier sa politique. Elle s'alarme sur le fait que lorsque l'on parle du taux d'occupation des réanimations, il ne s'agit en fait pas des réanimations mais de l'ensemble des soins critiques. Il s'agit des lits occupés par des patients Covid à l'exclusion de tous les autres patients, mais surtout qu'aucune référence n'est donnée sur la capacité totale des hôpitaux. La Cour des comptes est donc bien consciente que les statistiques estampillées Covid n'apportent absolument aucune information sur la situation sanitaire, et ce, depuis le début de cette crise. Le terme opaque utilisé par la Cour des comptes est bien évidemment le doux euphémisme de propagande. Vu les sommes actuellement engagées dans cette politique affichée du tout vaccinal, 5,7 milliards d'euros annoncés, alors que pendant ce temps-là, on ferme 5700 lits d'hôpitaux, il est plus que temps de prouver l'intérêt de cette stratégie sans biais. Pour finir, à la page 23 sont listées les différences entre vaccinés et non vaccinés selon la méthode utilisée. Même si nous n'avions pas relevé de problème de méthode dans cette étude, il faut réaliser le piètre bénéfice révélé ici. Nous avons parlé de 5,7 milliards d'euros dans la politique du tout vaccinal qui permettrait de passer d'un taux de 0,31% d'hospitalisation des personnes de 75 ans et plus à 0,3%. Soit de 19 000 hospitalisations à 2 000, l'économie de 17 000 séjours, pour 6,2 millions de personnes. Pour les 20 millions de 50-74 ans, le risque passerait de 0,05 à 0,01%, soit de 9 000 à 1 000 hospitalisations, 8 000 hospitalisations de gagnées. Cela fait donc 5,7 milliards d'euros dépensés pour éviter 25 000 hospitalisations. En comparaison, l'hôpital a enregistré en 2019 11,7 millions de séjours en hospitalisation complète et 17,6 millions de journées en hospitalisation partielle. Ce 25 000 est donc complètement insignifiant sur l'activité hospitalière française, 0,21%, comme le révèle la quasi-impossibilité de l'observer graphiquement. En revanche, les dépenses de consommation de soins hospitaliers, secteur public et privé hors soins de longue durée, s'élèvent à 97,1 milliards d'euros. Les 5,7 milliards d'euros dépensés représentent près de 6% de ce budget. Constater un tel montant d'argent public ainsi dépensé au bénéfice de grands industriels pharmaceutiques, alors que le gain que l'État s'échine à vouloir justifier n'a pas le moindre rapport avec le coût de la vaccination, n'est qu'une preuve supplémentaire qu'à aucun moment depuis 18 mois, il n'a été question de santé publique.